Émerge, effectivement, pose des questions. On en a parlé un petit peu hier d'ailleurs de la finance, des fintech. Et la finance qui est chahutée par des nouveaux acteurs, dont Litchi. Litchi, qui, comme ça ne le montre pas du tout derrière moi, est incarné par Céline Lazorte, qui a monté cette belle cagnotte en ligne. Et plus encore, elle va nous en parler. Donc Céline, bienvenue sur scène, on t'applaudit. Bonjour à tous, quelle entrée en matière. Ça m'est rarement arrivé, donc merci. Donc ça vous a permis de prendre le temps de lire le titre de cette présentation qui est volontairement un petit peu accrocheur. Fintech, les barbares attaquent. Pour vous parler de ça, je vais me présenter. Donc, je suis Céline Lazorte, je suis la fondatrice et dirigeante de Litchi.com. Et du groupe Litchi qui intègre aussi un service qui s'appelle MangoPay. Alors avant de démarrer un petit peu dans la présentation, puisque ça s'est fait plusieurs fois, je vais vous poser la question. Donc qui connaît Litchi? Levez la main. Allez, on va dire à peu près 80%. Bon, c'est pas mal. Donc c'est 5 ans de boulot. Donc comme quoi, vous voyez, en 5 ans, on peut changer des choses. Mais pour changer des choses, il faut qu'il se passe d'abord des choses. Ah, je sens que moi aussi, je vais avoir un souci de télécommande. Alors on m'a dit par là. Ah oui, voilà. Donc il y a quelqu'un que j'aime bien qui a dit There can be any large-scale revolution until there's a personal revolution on an individual level. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Je rappelle qu'on est à un festival de musique. Qui a dit pour qu'il y ait une révolution massive, il faut d'abord qu'il y ait une révolution personnelle? Le groupe peut-être pourrait savoir. Non mais je les ai perdus. C'est Jim Morrison. Voilà, donc Jim Morrison nous a dit pas de révolution possible de façon majeure et fondamentale s'il n'y a pas une révolution personnelle. Alors du coup, je vais devoir vous raconter de ma révolution personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Alors on a parlé plusieurs fois tout à l'heure dans les panels des entrepreneurs qui démarrent jeunes. C'est mon cas puisque... Donc à 25 ans, je sors d'école, voilà mes camarades de promo. J'avais organisé en début d'année le week-end d'intégration. Vous vous souvenez de vos années étudiantes, le week-end d'intégration, c'est 2 jours de sport et de bière pour que les étudiants apprennent à se connaître. Et donc je pars avec ma petite enveloppe en papier pour collecter l'argent auprès de tous ces copains pour pouvoir bien sûr financer le week-end. Et là, bien sûr, vous connaissez les étudiants, pas un sou en poche. Et ils me répondaient tous « Ah non, j'ai que ma carte bleue ». Et moi, étudiante, Céline, qu'est-ce que je peux faire avec une carte bleue? Pas grand-chose. Alors j'ai bien essayé de leur envoyer mon compte PayPal, mais personne ne voulait payer. Et donc ça a été l'enfer pendant plusieurs semaines. J'ai dû courir après tous mes copains de promo pour qu'ils me remboursent les 400 € que j'avais avancés pour le week-end. Et donc, avec ma trésorerie étudiante, autant vous dire que j'étais déjà en rouge auprès de ma banque. Et donc, cette histoire est restée dans ma tête et a beaucoup résonné. Et puis, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, pour le cadeau commun de mon petit frère, ma cousine ne m'a jamais remboursé les 30 € qu'elle me devait. Pas qu'elle qu'elle essaye de m'entourlouper, mais par oubli et par flemme. Et puis je me suis souvenu que pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie, c'était moi qui l'avais organisé, on était toutes les copines habitées dans des villes et dans des pays différents, et bien évidemment, rebelote, Céline était passée à la caisse, et il fallait que j'aille récupérer les sous auprès de toutes mes copines, et c'était assez pénible. Et c'est comme ça qu'en 2009, l'idée est donc née.
Voilà, bon, c'était rapide. L'idée est née de monter un service qui permettrait de collecter de l'argent à plusieurs en ligne et qui soit facile à utiliser et qui soit simple pour tout le monde. À cette époque-là, ça n'existait pas et donc j'ai lancé tout début 2010 litchi.com, la cagnotte en ligne. Seulement la cagnotte en ligne, à cette époque-là, personne ne connaissait. Et moi, mes moyens d'étudiante qui a fini ses études et qui n'a pas un sou en poche étaient quand même relativement limités. Donc quand j'ai mis le service en ligne, je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire connaître quelque chose dont les gens n'ont pas idée que ça puisse exister ? C'est quand même un peu tricky, hein. Comment faire connaître quelque chose qui existe, mais qu'on ne connaît pas, c'est déjà compliqué. Mais faire connaître quelque chose que les gens n'ont pas l'idée que ça puisse exister, c'est un sacré job. Et donc, j'ai fait la seule chose qui me semblait possible et à ma mesure, c'est que j'ai embêté mes amis. Si on arrive à passer au slide suivant. Voilà. Et quelques semaines après que Litchi soit lancé, même je crois quelques jours, c'était les 25 ans de 2 de mes meilleurs copains. Et donc j'ai dit, super, vous faites une grosse fête, parfait, moi je vais m'occuper de la cagnotte. Et donc j'ai invité tous leurs copains respectifs à participer à cette cagnotte en ligne. Alors je les avais invités par mail, par SMS, via un inbox Facebook. Et donc les amis de mes amis sont mes amis. C'est comme ça que le service a démarré, après ces 2 premières cagnottes en ligne pour les anniversaires des 25 ans de mes 2 copains. Ils ont ensuite eu tous leurs copains qui ont participé à cette cagnotte. Ces copains ont découvert le service et ont eux-mêmes, dans les semaines et dans les jours qui ont suivi, recréé d'autres cagnottes pour des cadeaux d'anniversaire, pour des pots de départ, pour des cadeaux de naissance, etc. Et c'est comme ça que le service a grandi de façon tout à fait naturelle et de façon structurelle, ce qui fait que ce n'était pas d'investissement en marketing, uniquement la qualité du produit et l'évolution du produit. Tout à l'heure, Alexandre de Uber disait nous, on est très risk-taker chez Uber. Je pense qu'on a un peu la même culture chez Litchi. Le service a énormément évolué en 5 ans. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de dire que je n'ai aucune bonne idée si ce n'est d'écouter mes clients. Et donc, le service a évolué grâce aux clients, grâce à leurs idées, grâce à leurs suggestions. Jamais grâce à mes idées, mais uniquement celles des clients. Donc, c'est plutôt marrant. Je n'y arrive pas. Ah, voilà. Donc ça, c'est un exemple de plein de cagnottes différentes qui ont eu lieu sur Litchi, puisque les années ayant évolué, l'utilisation du service a évolué aussi. Comme je le disais, au départ, c'était beaucoup orienté sur les cadeaux communs, sur les cadeaux de naissance, puis tout d'un coup, les cadeaux de mariage. Et alors, pour moi, c'était très surprenant, puisque au démarrage sur Litchi, maintenant ça a évolué bien sûr, mais le montant collecté sur la cagnotte était affiché pour tout le monde. Et on avait malgré ça plein de clients qui utilisaient le service pour leur liste de mariage. Et moi, je trouvais quand même un peu bizarre de me dire, tiens, mais il y a ma liste de mariage, et il y a marqué que j'ai collecté à date 3 500 €, toute la famille, tous les copains qui vont dessus le savent, et ça ne gêne pas les gens qui veulent quand même utiliser Litchi. On se dit vraiment, ils insistent. Alors du coup, on les a contactés pour leur dire, mais pourquoi vous voulez utiliser Litchi ? Il y a plein de listes de mariage en ligne, pourquoi nous, alors que le service n'est pas adapté, etc. Ils nous disaient, si, en fait, par habitude, on sait que c'est transparent, on sait que ça fonctionne bien, on sait quelle commission vous prenez, donc voilà, pour nous, c'était évident d'utiliser Litchi. Et c'est comme ça que nous, on a adapté le service en se disant, très bien, du coup, il faut pouvoir masquer le montant collecté, il faut pouvoir ajouter des messages, suggérer des produits sur la cagnotte, donc faire toutes ces évolutions. Il y a d'autres exemples, il y a beaucoup de cagnottes qui sont utilisées aussi à des fins de solidarité. Alors, ce n'est pas forcément des associations, mais plutôt de la solidarité entre personnes. En haut à droite, vous voyez le logo Stop Homophobia, qui est une association allemande qui a fait une cagnotte qui a fait un énorme buzz en Allemagne, dans une période qui était difficile. Et donc, chaque Allemand s'est cotisé pour participer à cette cagnotte. Et ce n'était pas une cotisation financière, mais c'était un soutien moral et un soutien important de participer à cette cause. Bien évidemment, malheureusement, pour les événements de Je suis Charlie et Charlie Hebdo, il y a eu plusieurs cagnottes qui ont été créées sur Litchi. Une pour le magazine, une pour chaque famille des victimes et une pour l'imprimerie de Damartin. Et en quelques jours, moins d'une semaine, plus d'1 million € collectés sur ces cagnottes.
et des milliers de participations du monde entier, de tous les pays, et des messages laissés de soutien absolument extraordinaires. Et encore une fois, finalement, l'argent n'était pas le propos principal. Le propos principal, c'était le soutien de milliers de personnes qui participent à ces cagnottes. Voilà, donc des événements de solidarité, il en existe tous les jours aussi sur Litchi et dans le monde entier. Et c'est ça aussi l'originalité du service, c'est qu'il est devenu très vite, naturellement, international. Donc aujourd'hui, c'est plus de 3,5 millions de personnes qui utilisent le service quotidiennement pour créer des cagnottes, comme je vous l'ai présenté, diverses et variées. On a récemment fait une étude de notoriété. Et donc on a découvert, alors vous vous souvenez, donc, si on revient au début de ma présentation, je vous ai dit il y a 5 ans, personne ne connaissait Litchi et personne ne connaissait le principe des cagnottes en ligne puisque ça n'existait pas. 5 ans plus tard, c'est 45% des Français qui connaissent la cagnotte en ligne. Ça veut dire que la moitié de la population française, avec 5 ans de boulot, elle connaît notre métier. C'est quand même assez extraordinaire, mais ça veut dire que c'est possible quand il y a une attente du besoin, quand il y a tellement de possibilités d'illustration et d'usage, finalement, le développement du produit et du service se fait de façon très forte. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, je disais 3,5 millions d'utilisateurs dans 150 pays. Pourquoi dans 150 pays? Mais c'est structurel. Notre métier, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait on doit être glocal. Ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai, c'est la même chose pour Litchi. Vous créez une cagnotte à Paris, il faut que vos copains qui habitent à Brest, à Berlin, à New York puissent y participer. Celui qui est en voyage en Argentine aussi. Donc structurellement, c'est un service qui doit être international. On est aujourd'hui aussi disponible en 4 langues différentes, donc ça veut dire du service client de façon locale, des investissements marketing de façon locale, en Allemagne, en Espagne, en France et en Angleterre. Après la naissance de Litchi, donc les années se sont passées, le service s'est bien développé, et puis il nous est arrivé ce que on appelle dans le métier bancaire de devenir un établissement bancaire, un établissement de monnaie électronique. Alors ça c'est du jargon technique, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on est une petite banque, on fait une partie des métiers de la banque. Et puis pour obtenir ce statut, ça a été 2 ans et demi de boulot et 2 ans et demi à essayer de montrer qu'on pouvait être crédible. Donc à ce moment-là je devais avoir à peu près 27 ans et qu'on pouvait créer sa banque à 27 ans. Alors j'aimerais vous raconter un petit peu l'histoire parce qu'elle est quand même assez symptomatique, on va dire. C'est que la seule différence, pourquoi l'industrie bancaire, l'industrie financière a été beaucoup moins disruptée que les autres industries du transport, de la musique, eh bien c'est parce que pour nous-mêmes disrupter l'industrie, nous devons prendre les codes et les exigences du métier bancaire. Et c'est aussi très important parce que ça signifie qu'on protège le consommateur, qu'on protège les utilisateurs. Mais donc, pour disrupter les banques, on doit devenir des banques. Et donc, moi, pendant 2 ans et demi, en même temps que le démarrage de Litchi, j'ai travaillé à obtenir une licence d'établissement de monnaie électronique qui me permet du coup de faire mon métier et de le faire dans de bonnes conditions, autant pour l'entreprise que pour ses clients. 2 ans et demi de boulot où la première fois qu'on m'a vu arriver, on m'a dit « Ah, mais tu es une femme, oui, mais quelle est ton expérience dans la banque? Je n'en ai pas. Quelle est ton expérience dans le monde professionnel avant Litchi? J'étais à l'école. » Et ça, c'était difficile au démarrage. Il a fallu quand même expliquer pourquoi on pouvait malgré tout, parce qu'il y avait énormément d'innovation techno, beaucoup de sérieux dans l'équipe, des moyens financiers, un accompagnement juridique fort, être capable, nous aussi, de se plier aux mêmes exigences réglementaires. Donc 31 décembre 2012, si je ne dis pas de bêtises, on obtient cette fameuse licence d'établissement de monnaie électronique. Donc autant vous dire que c'est presque un cadeau de Noël pour moi. Ça arrive finalement après tous ces mois de travail avec l'équipe où je les faisais travailler la journée sur la boîte, la nuit sur le dossier, en me disant je suis en train de faire n'importe quoi et d'être dur avec eux parce que c'était vraiment le cas. Et puis finalement, on obtient cette licence d'établissement bancaire. On continue notre métier, on en est très fiers. Et quelques jours après, des plateformes de crowdfunding viennent me voir, et c'est pour ça que le slide s'appelle Payment for Crowdfunding, et me disent « Mais Céline, nous, on aimerait bien pouvoir utiliser la technologie de Litchi, votre savoir-faire, toute la partie réglementaire, mais pas la partie cagnotte et marketing. Donc comment est-ce qu'on peut faire ?»
Et je dis, non, c'est pas possible. Alors écoute, assis-toi, je vais t'expliquer. Et je passais à chaque fois 3 heures. Quel avocat il faut travailler, comment il faut mettre en place son dossier, quel type de réglementation, quels fonds propres il faut, comment on met en place la techno, quels sont les outils qu'on utilise. Nous, on avait déjà 3 ans d'investissement techno, d'algorithmes qui comprennent et qui vont prédire en amont le niveau de risque sur une transaction, sur un utilisateur. Donc j'explique tout ça. Et puis une première plateforme vient me voir, une deuxième, une troisième, une quatrième, et c'est à la 10e que je me dis bon sang, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Donc vous voyez, ça m'a pris quand même du temps. Et encore une fois, c'était finalement l'écoute de ce qui allait devenir nos clients qui a mené à la naissance d'un projet qui est né il y a exactement 2 ans, en mai 2013, et qui s'appelle MangoPay, qui est donc une API de paiement dédiée aux places de marché, aux plateformes de crowdfunding et de consommation collaborative. Alors, API de paiement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'expérience front, c'est uniquement de la techno, et que nos clients vont eux-mêmes créer l'expérience utilisateur. Mais toute la partie paiement, stockage de l'argent et reversement à un projet de crowdfunding, par exemple, est opéré par les équipes de Litchi. Donc ça a été beaucoup d'investissements techno pour bien sûr être capable de faire cette transition entre j'utilise moi Litchi, ma technologie, et je l'ouvre à des tiers, et des tiers utilisent une technologie qu'on a développée. Donc quasiment 2 ans de boulot, on va dire 18 mois de travail. Et de façon opérationnelle, MangoPay s'est lancé en mai 2013. D'abord en euros, et puis aujourd'hui, plus d'une dizaine de devises couvertes, une vingtaine de moyens de paiement. Et ce qui est assez original, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons jamais fait, et encore on en revient au démarrage de Litchi, de marketing et d'investissement pour communiquer sur MangoPay. La seule communication s'est faite par les clients. Donc les premiers clients qu'on a eus, c'est des boîtes que vous connaissez, c'est Ulule, un des leaders du crowdfunding, Vestiaire Collective, La Fourchette. Et donc à date, aujourd'hui, nous avons plus de 600 plateformes, donc en moins de 2 ans, qui sont clientes de MangoPay, en 2 ans d'ailleurs on peut le dire, qui sont clientes de MangoPay, qui processent toutes leurs transactions, encaissent tous leurs paiements et reversent tout l'argent aux porteurs de projets ou aux places de marché dans l'Europe entière. Pas de marketing, pas d'investissement, que du bouche à oreille. Une solution très SaaS, puisque en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un contact commercial avec l'équipe de MangoPay pour pouvoir utiliser le service. Vous pouvez directement en ligne créer vos credentials, tester la technologie. Il y a plein de SDK qui sont disponibles. On a un positionnement très open source, donc ça veut dire que la partie techno propre, l'API, elle est bien évidemment une techno qui nous est propre, mais tout ce qui est autour est open source, mis à disposition sur GitHub et à la communauté des développeurs qui nous entourent, qui peuvent eux-mêmes enrichir, apporter des modifications, de nouvelles idées sur nos services. Et on en revient un peu à la même, on va dire au même gène, c'est-à-dire que on va travailler main dans la main avec les développeurs, la communauté de développeurs, et on va se dire tiens, il y a telle fonctionnalité qui pourrait enrichir et faire développer MangoPay. Et donc ça passe en fait par, on va dire la crowd qui nous permet de en fait faire remonter et évoluer notre service. Donc 600 plateformes dans 22 pays différents. Donc on a des clients, des boîtes avec lesquelles on travaille qui sont lituaniennes, qui viennent de Grèce, de Hollande, d'Angleterre, de France, bien évidemment, etc. Le service est uniquement en anglais. Alors c'est marrant parce qu'on nous l'a souvent reproché de ne pas utiliser le français, mais nous on pense que la langue internationale c'est l'anglais, et donc vous pouvez, depuis les 27 pays d'Europe, donc il nous manque encore 5 pays à aller chercher, utiliser la technologie de MangoPay. En termes de chiffres, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, bien sûr, dans nos métiers. Donc en 2015, c'est 200 millions d'euros qui transitent sur la plateforme. En 2014, c'était 100 millions d'euros. Donc on prévoit, on est sur une perspective de doubler, même plus, cette année. L'année d'avant, c'était 45 millions d'euros, donc en 2013. Et 2012, c'était 12 millions d'euros, 10 millions d'euros. Et 2011, 1 million d'euros. Donc vous voyez qu'il y a une très forte croissance qui permet aussi, bien sûr, de soutenir les investissements. On est présent dans 3 bureaux différents. Comme je vous le disais, 21 pays couverts, 5 pour Litchi, 21 pour MangoPay, et une équipe d'une petite quarantaine de personnes qui disruptent avec moi l'industrie bancaire et qui inventent tous les jours des nouveaux métiers. Voilà.
merci. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, c'est quand même assez parlant l'expérience de Céline. Moi, je te dis bravo parce que c'est quand même on peut l'applaudir encore, peut-être, non? Je pense que chapeau. Non, je ne mérite pas tout ça. Ouais, et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une équipe derrière moi. Ouais. C'est moi qui suis visible, alors c'est moi qui ai toujours le plaisir de pouvoir raconter notre histoire, mais notre histoire, elle s'est faite à plusieurs et j'y tiens beaucoup parce que le plus important quand on monte une boîte, c'est son équipe et c'est la façon dont on va travailler ensemble. Bon, on les salue évidemment, toute l'équipe. Il y a eu quelques mots, je ne sais pas si vous avez tout saisi de jargon un petit peu. Je voulais juste qu'on détaille très rapidement ce qu'est donc une API. C'est un outil qui permet, tu l'as dit, c'est uniquement techno, qui permet d'être implémenté sur d'autres plateformes. C'est ça, dans l'idée. Exactement, c'est parfaitement résumé. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est des outils, il faut le voir comme une boîte à outils. Et puis après, vous créez votre expérience utilisateur. Mais derrière, toute la partie paiement, transfert, utilisation de l'argent est gérée par nous. Mais le client final, lui, ne voit pas. Donc si vous êtes sur le site, par exemple, de My Major Company ou de Ulule et que vous participez à un projet, toute la partie transactionnelle est faite par nous. Mais en termes d'expérience utilisateur, vous allez rester sur le site d'Ulule, entrer votre numéro de carte bleue, pouvoir le sauvegarder pour la prochaine fois. Et voilà. SDK, c'est le kit de développeur, c'est ce qui permet aux développeurs d'optimiser cette API. Juste une question pour terminer. Kickstarter s'est lancé en France récemment. Est-ce que ça fait partie des clients de MangoPay aujourd'hui? Alors pas encore. J'ai effectivement, je pense, on a bien vu en ligne de mire la lancée de Kickstarter. Ce qui est une chose importante dans nos métiers, c'est que l'utilisation du paiement, il doit être global. Et donc on le voit, nous on accompagne nos clients dans des dizaines de pays, de devises différentes avec des moyens de paiement locaux. Donc Kickstarter, aujourd'hui, sa solution de paiement, c'est une solution de paiement américaine qui l'utilise en Europe. Mais on peut rêver aussi à disrupter de façon globale et pourquoi pas avoir Kickstarter comme partenaire. Les barbares attaquent donc. Merci beaucoup Céline, merci et bravo encore.